même si des fois on a des envies qui sont pas comme les autres, de foncer, quoi, parce que c'est ça qui nous rend heureux. Donc c'est aussi une liberté de ne pas faire comme les autres et de faire ce qui, au fond de soi, on pense foncièrement bon pour soi. On n'est pas riche de ce qu'on possède, on est riche de ce qu'on vit. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, salut Nahuel, bienvenue sur le podcast des frappés. Bonjour Loïc. Très très content de te recevoir aujourd'hui. Merci de prendre le temps en fin de journée. Je sais que tu es pas mal occupé en ce moment. On vient d'en parler en plus avec tous les changements, etc. Tout ce qu'impliquent les mesures sanitaires actuelles. Donc vraiment un grand merci de te libérer du temps et de venir partager un peu ton parcours incroyable avec nous. En tout cas, je suis impatient que tu partages un petit peu plus ton histoire avec les auditrices et les auditeurs. Et du coup, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans l'univers du trail, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te présenter, nous expliquer ton parcours sportif récent et peut-être d'où tu viens? Un grand merci à toi Loïc. C'était un plaisir de me libérer de mes obligations pour être parmi vous. J'avais une réunion ce soir qui est tombée au dernier moment et j'ai pas pu, je me suis excusé, mais c'est C'est pas vrai, ah un bah honneur d'être. merci. Ah ouais, non, on avait calé ça depuis 3 semaines et voilà, quand on s'engage, il faut tenir ses engagements. Donc vraiment enchanté d'être parmi vous. Bon, moi je me présente, Nahuel Passera, j'ai 36 ans et je suis papa de 2 enfants. Voilà. Au niveau professionnel, je travaille pour l'Ariégeoise de cyclosportive, qui est une grosse cyclosportive qui rassemble chaque année plus de 5000 personnes. Et je travaille aussi pour le Mont-Calm, le Challenge du Mont-Calm, qui est une course historique des Pyrénées, qui a plus de 30 ans d'existence. Donc ça fait 30 ans que cette course envoie des coureurs courir à plus de 3000 mètres d'altitude. Et dans ce cadre-là, en 2018, ils m'ont recruté pour créer un ultra trail, enfin un ultra de montagne, qui s'appelle la Pika Pika, qui fait 109 km et 11 500 mètres de dénivelé positif et négatif, et dont je suis à l'origine. Voilà pour l'aspect professionnel. Je suis en reconversion professionnelle. J'ai passé un BTS Com dans le cadre de ces deux structures que je viens d'avoir. Et donc là, voilà, maintenant, je suis dans le milieu de l'événementiel sportif qui me passionne depuis 2018. Donc ça, c'est super intéressant, malgré la situation actuelle, mais c'est super intéressant. Au niveau sportif, parce que le sport, c'est un peu toute ma vie, j'ai commencé par le foot, où bizarrement j'étais gardien de but. Moi, j'étais le gardien de but qui battait les joueurs de champ au test Vameval de ce début de saison. Donc voilà, j'ai de suite connu les exigences du haut niveau avec le foot. Je suis parti très tôt de chez moi, à 13 ans, pour partir dans le centre de la France, à Châteauroux, voilà, en centre de formation. Après, j'ai fait 3 ans à Istres. J'ai pas réussi à passer pro la dernière étape. J'étais dans le groupe pro, mais j'ai pas réussi à signer un contrat pro. Je sais pourquoi, je peux m'en prendre qu'à moi-même. À un moment donné, j'ai pas fait les bons choix et on peut pas faire la fête et être performant. Et donc, à 20 ans, je suis revenu auprès de ma cellule familiale qui avait déménagé de Paris en Ariège. Donc, j'ai découvert l'Ariège où je vis actuellement à 20 ans. Donc, c'est un peu le choc un peu des cultures entre le milieu de la nuit marseillaise et le calme ariégeois. Mais je regrette pas du tout mon choix. Je regrette pas du tout mon choix. Ça m'a peut-être fait du bien d'ailleurs. Ça m'a peut-être. Donc voilà, j'ai continué à jouer au niveau amateur, au niveau national par ici. Et voilà, ça m'a trouvé un job. Ça m'avait fait rentrer à la mairie dans un premier temps. J'ai coaché aussi au niveau national les jeunes.
Et je me suis blessé en CFA2, c'est la 5e division, en 2011, quand je jouais à Toulouse-Fontaine. Et là, ça faisait un moment que je me demandais ce que je faisais sur le terrain, quoi. Je jouais par obligation, entre guillemets, pour m'arrondir les fins de mois avec les quelques primes qu'on avait. Et donc, je me suis fait une acromio-claviculaire et en rééducation à Cap-Breton, je me suis dit, mais là, c'est clairement, il faut arrêter. Donc, ça, c'était en 2011. J'ai continué à coacher jusqu'en 2013. Et entre-temps, j'ai pris du poids. J'ai passé un soir de fête, j'ai passé la barre des 100 kilos. J'ai fait 100,5. Et à un moment donné, mon père m'a dit, il va falloir quand même que tu fasses quelque chose là. Tu as toujours aimé courir, mais j'avais pas embrayé le pas du marathon parce que quand j'ai regardé une préparation de marathon avec tous les fractionnés, tous les trucs, j'ai dit ça, tu l'as fait assez pendant ta jeunesse, stop. Et donc un jour de juillet 2012, mon père il m'a dit, viens, et dans 3 semaines, il y a une course de montagne par ici, où on part du centre du village et l'arrivée c'est en haut d'un sommet. Et il m'a dit, dans 3 semaines, il y a ça, on va courir et on va faire ça. Et j'ai dit, on y va. Et en gros, depuis ce jour-là, je cours tous les jours ou presque. Donc voilà, donc ça c'était mon entrée dans le monde du trail, c'était un premier Waouh. déclic. C'était ouais, c'est la course donc de village, c'est la course de la Dent d'Orlu. On part du village d'Orlu qui doit être à 600 mètres et l'arrivée c'est sur la Dent d'Orlu, donc c'est un sommet très pointu qui est à 2222 mètres. Et quand j'ai vu cette ligne d'arrivée, quand je suis arrivé là, je suis arrivé antépénultième. Ouais, j'étais vraiment dans les fins fonds du classement, mais j'étais tellement content et quand j'ai dit mais c'est Nahu, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc ça a été voilà. Donc depuis là, j'ai pas arrêté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un peu ce qui se faisait dans ce nouveau monde. J'avais un collègue qui jouait au foot avec moi qui avait fait le Citadel, le grand format ici en Ariège, un peu une course référence qui fait 70 km. Donc au mois de mars d'après, j'ai fait le 70 km des Citadelles avec quelques avec moins de 8 mois de course d'expérience. Et j'avais l'impression d'avoir fait l'UTMB, parce que quand tu commences, l'UTMB, c'est le Graal. Après, tu découvres que c'est pas exactement ça, mais enfin, moi, de mon côté, de ma vision des choses. Mais j'avais fini les citadelles, donc ça, c'était en 2013. Et pour moi, j'avais fait le Graal, j'étais finisher des citadelles. Sauf que tout a été très vite, et 2 ans après, je l'ai gagné. Donc, ça a été dès Ah oui. 2014, voilà, ouais, ouais, de suite, j'ai voulu faire du long, ça m'a attiré. J'avais mon cousin Germain qui vivait à La Réunion qui m'a dit: «Nahu, tu commences à faire ça, il faut que tu viennes faire la diagonale». Ah, j'ai dit: «Ouais, pas de problème, moi ça me plaît». Donc à force de courir tous les jours, tout le monde me disait: «Mais tu t'en fais trop, t'en ferais trop». Mais moi, comme ça me plaisait et que je faisais pas ça dans une optique de performance, ça me plaisait. Donc j'ai commencé à perdre beaucoup de poids, à m'affûter. Ouais, les capacités cardiaques, je les ai eues depuis très jeune. Et en fait, le fait de s'entraîner tous les jours, c'est quelque chose qui est acquis dans mon organisme depuis longtemps. Donc il a fallu que la machine se remette en marche. Donc très vite, j'ai eu des résultats sur des petites courses ici. Mais moi, ça m'intéressait pas. On m'a dit, mais Nahu, pourquoi tu veux faire du long? Tu gagnes des courses, des petites courses. Je dis, mais moi, je m'en fous de gagner des courses. Moi, ce que je veux faire, c'est vivre des aventures. Il faut que je fasse la diagonale, mais je vais faire la diagonale. Donc en 2014, j'ai fait ma première diagonale, et où j'ai fini, je ne sais plus, 30e. Et voilà, c'était mes premiers ultras. Donc ouais, et là j'ai eu la révélation. L'endurance m'a beaucoup plu. Donc et après tout s'est enchaîné très vite. Tout s'est enchaîné très très vite. Donc 2014 première diagonale. 2015 je suis revenu à la diagonale. J'ai commencé à performer sur du long. Et voilà, je refais, ouais, même si c'est vraiment pas mal mon leitmotiv, la performance. D'ailleurs, l'exemple type, c'est la diagonale. La deuxième diagonale, à 30 km de l'arrivée, on était avec Nouria Picasse, on était 11e avec un collègue des Pyrénées, Maxime Casajou. Et un collègue ariégeois nous rejoint. Et donc on avançait, en randonnée on était, hein, clairement. Et il y a un coureur qui nous double et on lui propose de finir avec nous. Et il nous dit, non, non, il faut que j'aille faire un top 10. On se regarde, j'étais le plus frais des trois. Nahu, tu veux faire un top 10? Non, non, mais un top 10, moi je m'en tape la coquille de faire un top 10. Je préfère finir la diagonale avec 3 Pyrénéens. Et c'est des moments qu'on se rappellera toute nos vies, plutôt que courir comme un poulet sans tête, là, où voilà, on court plus trop, mais d'avancer pour un hypothétique top 10, quoi. Donc voilà, on a fini entre Pyrénéens, c'était un super moment. Et voilà, donc ça c'était en 2015. Et après, en 2016, en fait, il y a eu un premier déclic qui a changé un peu ma vision des choses. De suite, j'étais attiré par le long et le technique, sauf que, en fait, dans les Pyrénées où j'habite en Ariège, même à la diagonale, je me suis vite ennuyé, quoi. Et donc, pour moi, le Graal, c'était la Ronda del Cim.
Donc c'est 170 km et 13 500 mètres de dénivelé. Et en 2015, j'ai fait troisième. En 2016, ils m'ont réinvité. Et moi, je me suis dit, mais t'as fait troisième l'année dernière. Waouh, est-ce que c'est pas possible de faire mieux? Mais comme ils m'avaient invité et que ben, j'y suis allé, et là, je l'ai gagné. Je l'ai gagné, et pour moi, c'était vraiment le Graal, c'était vraiment le rêve. C'est comme si un trailer gagnait l'UTMB. Parce qu'en tant que montagnard, moi, l'UTMB, ça me fait vraiment pas vibrer, quoi. Et donc, j'ai franchi cette ligne. Et ben là, parce que c'est des mois de sacrifice, et bah, en ayant un job, en ayant tout, une vie de famille et tout, c'est des sacrifices bah, énormes. Et donc, j'ai franchi cette ligne. Alors, j'ai dit, mais là, maintenant, j'ai fait ça, oh, qu'est-ce que je vais faire? Et là, l'organisateur, il m'a dit, ben, on va créer un truc, ça s'appelle l'Euphoria. C'est 230 km et 20 000 mètres de dénivelé, en équipe et sans balisage. Et là, ma vision, elle a complètement changé, parce que j'ai toujours aimé Ah ouais. partager. Et le fait de commencer le sans balisage m'a beaucoup plu. Parce que souvent, le trailer, dans le monde du trail, pourquoi tu fais du trail? Ah, pour être libre. Sauf que manque de bol, dès qu'il manque une balise tous les 20 mètres, ben là, en tant qu'organisateur, on se fait lyncher. Donc, j'ai découvert la montagne sans balisage, et ça, de suite, c'était le deuxième déclic, et surtout le très très long. Parce que ben, 220 km, c'est vraiment la gestion des nuits. Parce que quand la Ronda del Sims, j'ai dû mettre 31h30. Donc 31h30, tu dors pas. Donc dans la foulée de la Ronda, j'ai fait le Tour des Géants en 2016, et là, c'était la première fois que j'étais confronté au vrai ultra endurance, où il faut gérer son sommeil. Et là, j'ai pris une belle claque, où j'ai beaucoup souffert, mais j'ai beaucoup appris. Et après, c'est vraiment ça maintenant qui me plaît énormément, c'est le très long, le très sauvage, et la liberté, quoi. Donc j'ai enchaîné en 2017, 2018 avec le Foya. Et en 2019, on a fait dans la même mouvance, on a réussi à terminer Bob Graham en Angleterre, qui est un défi sur 24 heures où tu dois faire 42 pics et tu es libre de ton chemin, et ça fait 110 km et 9000 mètres de dénivelé, quoi, dans le nord de l'Angleterre. Donc voilà un peu Waouh. où j'en suis. Et après, donc depuis 2018, ben voilà, j'ai un travail qui est passionnant. Donc comme toute passion, ben, ça prend pas mal de temps. Et donc avec les deux enfants aussi, je prends, je cours moins, et donc je suis moins performant. Mais ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas mon souci. Voilà un peu le personnage. Ouais, ouais, c'est juste génial d'écouter, ton parcours parce qu'on sent vraiment que c'est la passion et pas du tout cette recherche de performance ou de podium et je trouve que ton histoire, tu vois, sur ta deuxième diagonale, où potentiellement tu pouvais faire un top 10 et tu as préféré finir avec des amis pour les souvenirs que ça t'a permis de créer. Je trouve ça chouette, je trouve que ça illustre vraiment, on avait déjà un peu échangé avant, donc je trouve que c'est vraiment l'exemple parfait de, j'ai l'impression de ton parcours. Est-ce que tu pourrais juste, pour le Thor, parce que c'était le troisième ou quatrième invité, je crois qu'on a sur le podcast qui a fait le Thor. Juste pour qu'on ait Ouais. une idée, parce que tu dis que tu as beaucoup souffert, tu l'as fini en combien de temps et qu'est-ce que tu as trouvé particulièrement difficile? Parce que comme on a déjà parlé sur d'autres épisodes, je trouve c'est Ouais. intéressant, je pense, pour les gens, ils pourront tout de suite, s'ils ont écouté les autres épisodes, voir ce que c'est. Ouais, c'est clair. Alors donc le Thor des géants, j'avais prévu de mettre entre à peu près un peu moins de 80 heures, mais finalement j'en ai mis 110. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je sortais de la Ronda del Sim, donc qui est l'ultra trail sur le format 100 miles, le plus technique. Et j'avais parlé pendant ma première Ronda l'année d'avant avec Antoine Guillon, qui m'avait dit, sur le chemin de la Ronda, il m'avait dit: «Le Thor, c'est la course la plus technique que j'ai jamais fait». Donc moi, je sortais de la Ronda, j'étais faire que des crêtes par chez moi. Je suis sorti du chemin de la Ronda, j'étais au-dessus, j'étais faire des crêtes, je me suis enroché, voilà. Sauf que le Thor, c'est une course de gravel, quoi. J'ai très, très, très vite déchanté, quoi. J'ai très vite déchanté, parce que c'est beaucoup de pistes, parce que la montagne sauvage telle qu'on la voit, nous, dans les Pyrénées, ou telle ma vision des choses, non, parce qu'il y a des courses dans les Pyrénées, c'est pareil, mais ma vision de la montagne, en fait, je me suis trompé totalement dans ma préparation, quoi. Et donc j'ai très vite déchanté. J'ai très vite déchanté. Après, c'est une course qui est magnifique, mais je m'attendais pas à devoir faire des 5 kilomètres sur une piste, quoi. De passer à 3300 mètres, dans des cols où on peut passer en 4x4. Le col Malatra, on a passé le col de Malatra, donc là j'étais blessé, donc on reviendra peut-être là-dessus, sur toute la souffrance que j'ai endurée pendant cette course-là. Mais le col Malatra, le col le plus technique du Tour, donc j'étais avec mon ami espagnol et un Italien, et donc on y est passé de nuit sous la neige.
enfin, la nuit elle est tombée sous la neige. Et donc on a commencé, on a attaqué, quelques chaînes, OK, bon, ben c'est bon, ils ont mis là, c'est joli. On arrive au col à un col, il y avait des parois, je dis: «Bon, mais ça va commencer à être technique». Sauf que j'ai regardé sur le à ma gauche, il y avait écrit: «Col Malatra». Et j'ai dit: «Là, on n'est pas câblé pareil, quoi». Donc ouais, j'ai vraiment déchanté sur le Thor, c'était parce que je m'attendais pas à ça, quoi. Il y avait un Italien qui avait fini 3e de la Honda, qui est un très bon montagnard, qui me disait: «Mais tu vu, c'est comme ça va être comme ça pendant toute la course». Donc voilà, mais après c'est parce que j'étais pas prêt. Après j'ai failli y retourner après pour prendre une revanche sur moi-même, en me préparant à ça, mais j'étais vraiment pas prêt à parce que dans l'esprit général, le Tour des Géants, c'est la course la plus montagne, mais ouais, s'il y a sur 330 kilomètres, s'il y a 10 kilomètres un peu techniques ou 15, c'est le bout du monde. Et donc comme t'aimes que ça et que tu t'es préparé pour faire que ça, mais c'était pas le bon casting. Mais voilà, après, j'ai beaucoup appris sur ce temps, beaucoup, beaucoup appris. Parce que, ouais, je t'avais pas parlé, mais en gros, je suis pas trop, mes résultats, j'ai aucune fierté par rapport à mes résultats. La petite fierté que j'ai dans ma pratique du trail, c'est que j'ai jamais abandonné une course. Jamais. Pourtant, j'en prends des, j'en prends des pas faciles. Et au torse, c'était la première fois où je me suis posé la question avec moi-même. Là, clairement, c'est trop difficile, j'ai trop mal, la douleur est trop présente, je peux plus avancer, il faut que j'abandonne. Et donc ça, c'est donc en gros, ma course, bon, parce que c'est important de parler des échecs, parce que c'est bien plus intéressant que les victoires. Et donc, Ouais, pendant ouais, ouais. 50 kilomètres, ça s'est très, très bien passé. Bah, après, même si d'ailleurs, j'ai vite compris que j'étais pas assez expérimenté parce que au bout de 50 kilomètres, j'étais avec l'Italien qui a gagné et je lui ai demandé, «On va pas un peu trop doucement là?» Et il m'a dit: «On va déjà trop vite». Et en fait, parce que j'étais pas habitué à j'avais pas les codes de ces épreuves. Et donc, j'ai eu des douleurs aux pieds très vite, j'ai voulu compenser. Les douleurs aux pieds se sont transformées en 1 TFL, puis 2 TFL. Donc voilà, je crois qu'au kilomètre 90, en haut d'un col à peu près, bah, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon épouse. Je lui ai dit: «Beh, là, je crois que les douleurs font que, beh, pour la première fois, je vais peut-être penser à arrêter». Heu et là, mon épouse, elle m'a dit: «Non, mais attends, on a eu, depuis le temps que tu me dis: "Tu vas pas abandonner", c'est pas, TFL je sais pas quoi», parce que ma compagne, elle est pas du tout dans le monde du sport et c'est le TFL, elle sait même pas ce que c'est. «Tu vas t'arrêter». Et donc j'avais un Français à côté de moi, il m'a dit: «Elle t'a dit quoi?» Elle m'a dit: «Beh, il faut continuer». Donc je suis arrivé au ravitaillement d'après, dans un je me rappellerai toute ma vie, d'un petit refuge italien d'Horizon le Secret. Le mec il m'a dit: Ça a pas l'air d'aller». Je dis: «Non, ça va pas». Pourtant je devais être à ce moment-là, je devais être 15e parce qu'on avait pris tellement d'avance que il me dit: «Mais attends, mais tu es 10e ou 15e, c'est énorme». Je dis: «Non, mais j'ai mal». Il me dit: «Attends, j'ai le secret pour toi». Il m'a fait une polenta alla fontina. Ah ouf, j'ai pris, 500 calories. Il m'en a resservi une deuxième. J'ai dit: «Oui, resserre-moi parce que là, il me reste 240 kilomètres à faire pour pas abandonner là, pour mes principes à la con». Et donc voilà, bah, j'ai continué, j'ai souffert énormément. Ça a fini que je descendais en marche arrière, que j'avais les TFL qui cristallisaient et que j'ai mis, 110 heures. Voilà, ma femme m'a dit au bout de 4 nuits, ma femme m'a dit: «Beh, là, faut que tu arrives ce soir parce qu'il y aura pas de 5e nuit dehors». Et on allait arriver pour l'apéro pile le 4e soir, sauf qu'on a dû secourir un coureur qui était qui était plus là, qui était sur le bord du chemin, qui était, en mode off. Et donc on a le temps que les hélicoptères arrivent, qu'on le secoue, beh, on arrivait pendant la 5e nuit et les bars étaient fermés. Donc ça, mais c'était super enrichissant. Grâce à ça, j'ai fait des super rencontres, dont Kongan, mon binôme avec qui après j'ai fait Euphoria. Mais ça a été très très dur voilà, je devais, ouais, c'était un voyage dans la douleur, mais c'est très enrichissant. Et on se rend Ouais. compte à quel point le corps humain peut à chaque fois repousser, repousser, repousser des limites. Bah, après, le contre-coup de ça, c'est que pendant 6 à 8 mois, j'ai pas pu refaire 1500 mètres de dénivelé, quoi. Mais voilà, je suis arrivé au bout. Ouais. J'ai ramené le dossard à bon port, comme je m'étais toujours juré de faire. Mais c'est une expérience très enrichissante au bout de la douleur. C'est hyper intéressant parce que je crois que c'est la première fois, que j'entends après je baigne pas du tout dans l'univers du trail, comme toi, certainement pas à ton niveau et sûrement pas depuis aussi longtemps. Mais c'est la première fois que j'entends ce genre de feedback, tu vois? Sur le fait que, tu t'attendais à du plus technique sur le Tour des Géants et que l'UTMB c'est pas forcément le type de course qui toi te fait rêver en étant coureur d'ultra. C'est vrai que, en tout cas d'un point de vue aux yeux du grand public, c'est généralement les 2 courses, qui font un petit peu quand même référence.
Mais du coup, comment tu qualifierais ta discipline? Est-ce que tu dirais même que enfin, t'es coureur d'ultra trail ou est-ce que pour toi, c'est même une autre catégorie? Ouais, clairement, moi, ça fait un moment que je fais plus de trail, quoi. Tu vois, ça fait un moment, très vite ça s'est opéré. C'est que, tu vois, en 2015, les citadelles, je gagne les citadelles. Le 2016, en tant que vainqueur, on m'invite, donc je fais bien sûr honneur à l'invitation. Mais tu vois, courir 70 kilomètres et 3000, j'en avais plus envie, quoi. Ça me faisait plus du tout rêver, quoi. Parce que j'avais découvert la montagne, la vraie montagne et pas courir autour des montagnes. Et donc, d'ailleurs, moi, je me considère plus comme, un montagnard ou un ultra randonneur qu'un ultra trailer, clairement. Je suis, voilà, Oui. ma pratique n'est plus du trail depuis un moment. D'ailleurs, ça fait donc 2 ans que je travaille pour la Liégeoise. Je suis dans le milieu du vélo, donc je faisais pas de vélo parce que, le cliché du cycliste avec les comme Strava, les trucs, se faire la course au moindre pancarte et le moindre pont d'autoroute, c'était pas du tout ma philosophie. Mais donc là, depuis cet été, je me suis mis au vélo et de suite à l'ultra bike et au gravel. Et je pense que c'est pas si c'est pas cette année ou l'année prochaine, j'irai faire le parcours de l'UTMB en gravel. Parce que quand je dis je fais du trail, on me dit t'as fait l'UTMB? Ben non. Bon, mais maintenant je pourrais dire ben je l'ai fait, mais en gravel. Donc voilà, ça sera le petit clin d'œil pour que je puisse enfin me mettre à table avec des trailers et leur dire que moi aussi j'ai fait l'UTMB. Par contre, dans le cadre de l'UTMB, il y a une course que j'aurais dû faire. Enfin, une course, c'est même pas une course parce qu'il n'y a pas de classement, donc ça, c'est totalement dans mon état d'esprit. C'est la PTL, la petite trotte à Léon. Donc, je devais le faire avec mes 2 amis espagnols et d'ailleurs, on était suivis par Nature Trail, le magazine, et malheureusement, je suis blessé. Mais donc j'ai suivi la PTL et la PTL, ça correspond clairement à mon état d'esprit sur, le parcours, l'engagement, la philosophie. Donc, voilà. Dans le cadre de l'UTMB, dans des courses de l'UTMB, il y a une course où j'irai, où je retournerai avec grand plaisir, c'est, la PTL. OK. Waouh! Pour les non initiés à la PTL, c'est une course qui se fait à 2 ou 3, sans balisage, qui fait à peu près qui change chaque année, qui fait à peu près plus de 300 kilomètres et où il y a pas de classement, en fait. Où c'est vraiment l'esprit de montagnard. Et quand on a discuté avec l'organisation, on a topé ces courses, je dis: «Mais c'est exactement la même chose qu'on fait nous à la Pika Pika. C'est une course faite par des montagnards, pour des montagnards et là-dessus, on fera jamais de la Ouais. masse, quoi». Mais après par rapport pour faire un parallèle à l'ultra bike, je pense qu'en fait, le trail s'est tellement aseptisé que de plus en plus les trailers vont sur de l'ultra bike pour retrouver un peu cet esprit d'aventure qui maintenant, il y a du ultra trail partout. Les gens, nous quand on a lancé, la Pika Pika, 110 kilomètres et 11 500 mètres de dénivelé, ils comprenaient même plus ce que c'était. «Oh mais c'est plus court que l'UTMB, c'est plus rapide». Ah non, non, nous le premier et pourtant c'est un bon, il met 26 heures. Parce que, en montagne, on compte pas en kilomètres, on compte en dénivelé. Mais en fait maintenant c'est devenu, tellement banal, on a démocratisé tout ça et d'ailleurs, dans le trail, il y a une grande mode pour l'ultra. Tout le monde veut faire de l'ultra, mais le Graal, c'est pas de faire de l'ultra, c'est que moi, j'ai fait de l'ultra parce que ça me faisait plaisir. Mais il faut pas absolument faire de l'ultra pour faire plaisir, aux gens à la machine à café le lundi ou Ouais. pour flatter son ego. Et ça, je trouve que c'est une des dérives, dans le monde du trail actuellement, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair et puis, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast avec d'autres invités, mais c'est aussi heu, c'est devenu effectivement, comme tu dis, j'ai l'impression hyper populaire et ça semble hyper accessible. En tout cas, je sais pas si ça a déjà semblé autant accessible par le passé. C'est-à-dire que quand tu vois des témoignages ou, tu vois des reportages, moi je trouve pas que ça disons que ça peut donner l'impression que, voilà, tu t'entraînes 2 mois et puis c'est bon, tu peux faire un UTMB, quoi. Et moi j'en ai vu plein et je l'ai même fait moi-même, tu vois? Cette erreur de commencer le trail, j'ai couru un 10 kilomètres et ma course suivante, c'était la Saint-Élion, quoi. Alors bon, pour toi, la Saint-Élion, c'est, comme aller faire tes courses, mais tu vois, pour moi, qui est pas du tout en plus, enfin à l'époque, je crois que j'étais pas loin des 100 kilos non plus, j'ai un gabarit de judoka, pas de coureur, donc d'un point de vue physiologique, c'était ridicule, quoi, tu vois, de passer d'un 10 kilomètres à la Saint-Élion, j'avais ni l'expérience, ni l'entraînement, ni rien, quoi. Alors, c'est passé parce que je me suis entraîné comme un malade pendant 3 mois, mais du coup, effectivement, la notion de plaisir, je ne sais pas si elle était aussi importante que ce qu'elle aurait pu être si, tu vois, je m'étais aligné sur le départ de la Saint-Élion parce que, j'avais vraiment envie de le faire, parce que, c'était l'évolution logique d'autres courses que j'avais fait. Donc c'est super intéressant ce que tu dis parce que, ouais, moi, en tout cas, ça me parle beaucoup
Et je trouve que ça fait du bien d'entendre un peu, tu vois, ce genre de témoignage pour quelqu'un qui même si tu dis que c'est pas ça qui te drive, pour quelqu'un qui est quand même un très très haut niveau en trail. Ouais, je te rejoins totalement dans ton analyse. Après, je vais pas me faire des amis, mais ça, c'est pas grave, c'est le fond de ma pensée. Mais après, ce que je tiens à dire par rapport à tu me dis la Saint-Élion, c'est comme faire mes courses, mais pour moi, courir 70 kilomètres maintenant à plat, j'ai toujours dit c'est très difficile. Pour moi, courir un marathon, c'est très, très difficile. Parce que il faut le chrono de se battre contre le chrono, c'est le plus c'est ultra difficile. Nous, on est en montagne, on est en ultra, on part pour plusieurs jours, tu as un coup de mou, tu regardes le paysage et ça passe, quoi. Donc, mais où Ouais, j'ai vraiment pris conscience de ça, et ça va corroborer tes dires, c'est que donc, après le reportage sur la PTL, j'étais avec David Gontier, un célèbre photographe de trail, et il suivait je sais plus quel média, une femme qui faisait l'UTMB, qui se battait avec la barrière horaire. Et moi, plutôt que rester à rien faire, ben, je l'ai accompagné, j'ai suivi l'UTMB parce que je voulais voir ce que c'était vraiment l'UTMB. Et donc la femme, elle a joué avec les barrières horaires pendant toute la course. Et donc on a suivi la fin de course. Et en fait, j'ai vu des gens qui se battaient pendant 160 kilomètres sur les barrières horaires. Il n'y avait aucun plaisir, il n'y avait aucun sourire. C'était en permanence de se battre contre les barrières horaires. Ça a éliminé énormément de coureurs et il n'y a personne qui souriait. Et tout ça pour avoir une veste bleue sans manches. Et ouais, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais il y a eu, waouh, ces gens-là, c'est le diktat en fait de ça. Mais j'ai trouvé que c'était vachement limitant, quoi. Je voyais sur 100 coureurs, j'en voyais 2 qui avaient le sourire. Les autres, ils étaient dans un chemin de croix. Donc je trouve que c'est une des limites parce que on fait vraiment ça pour se faire plaisir. Surtout dans la société actuelle, je trouve que. Mais c'est peut-être ma vision que voilà, trop poétique ou trop bête pour certains. Mais c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai touché ça du doigt. alors justement, qu'est-ce qui toi te fait rêver sur l'ultra long et enfin, alors, je sais pas si toi tu qualifierais ça d'ultra technique, mais en tout cas par rapport aux autres courses peut-être un peu plus connues, ce que tu fais toi c'est clairement bien plus technique. Donc c'est quoi qui te fait vibrer et qui te donne envie à chaque fois de repartir sur toujours du plus long, toujours du plus technique jusqu'à créer ta propre épreuve? Ouais, ce qui me fait vibrer, c'est juste, l'amour de la montagne, quoi. Moi, j'aime être en montagne. Oui, Ma pratique de la montagne est très spéciale. C'est que, depuis le début, donc j'ai pas d'entraîneur, bah, ça va, mais surtout que je pars, pour être libre. Personne ne sait où je suis. Si je veux aller dans telle vallée, telle crête, tel truc, je vais là où je vais là, et ça, c'est quelque chose que mon épouse, elle a accepté. Bon, elle a pas eu trop le choix non plus. C'est qu'en fait, pour moi, la montagne, c'est la liberté. C'est que si je veux pas partir en me disant: «Beh, je veux faire ça, ça, ça et ça». Maintenant, avec la caisse que j'ai et la connaissance du milieu que j'ai, beh, je vais un peu où je veux, quoi, et ça, c'est une richesse. Je fais clairement de la montagne pour être libre. J'y suis tellement bien que le soir, pour redescendre, j'y descends pour voir ma famille. Mais si je pourrais rester là-haut, accroché là-haut, j'y resterais. Je suis happé par, mon amour de la montagne. Et ça, j'ai découvert aussi une des choses qui était un peu aussi un booster de tout ça, c'est quand j'ai découvert la montagne avec ceux qui la fréquentent tout le temps, c'est-à-dire les bergers, quoi. Quand tu commences à aller tout le temps hors sentier, ben, à lire la montagne. Quand tu commences à lire la montagne et à savoir où tu peux passer, où tu peux pas passer, où ça risque d'être compliqué, et bien ça, tu peux le transposer sur toutes les montagnes du monde, et tu as pas besoin voilà. La vraie montagne commence quand on commence à sortir des sentiers battus. Donc voilà, je tends un peu vers l'alpi, mais malheureusement, j'ai pas le niveau technique pour pouvoir évoluer, évoluer aussi libre que je l'espère, mais je progresse petit à petit, poc à poc, et un pas après l'autre, comme on dit en catalan, qui est une devise qui me tient au cœur. Mais voilà, j'ai ce besoin de liberté. Je suis vraiment heureux quand c'est une addiction en fait. C'est une addiction et c'est ça un peu qui me guide. Donc après, s'il y a des courses qui me font rêver, c'est ELS 2900, c'est une course qui se passe en Andorre, qui va peut-être disparaître, qui est organisée par un ami. Et là, c'est pareil, c'est 25 équipes de deux. On part d'un refuge à minuit en Espagne. On doit faire les 7 pics à 2900 mètres de l'Andorre et on arrive dans un autre refuge. On a 24 heures pour les faire. Il n'y a aucun matériel obligatoire, il n'y a aucun chemin. Le seul but du jeu, c'est de passer par les 7 pics. Donc tu es totalement libre. Le ah matériel oui. obligatoire, c'est à partir de la deuxième base de vie, c'est baudrier et casque. Et l'organisateur qui nous a fait le briefing, Matt, que je salue,
Il nous a dit, ben ça c'est pour électroyer le corps. Tout le monde a rigolé. Non, non, mais c'est pour votre sécurité, quoi. Donc, et là, c'est contre initié, voilà, il y a une année, c'est Kylian Jornet qui avait fait la photo, et d'après ce que dit la légende, c'est que il y aurait des partenaires qui n'ont pas voulu, ces partenaires qui n'ont pas voulu qu'il la fasse, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est la quintessence de la liberté. Mais ça, c'est possible de faire ça qu'en Andorre, quoi. Parce qu'en France, déjà, la Pika Pika, quand on leur a proposé le projet, ça a été, heureusement qu'on a eu beaucoup de soutien, mais ouais, de maintenant monter une course de crête avec 100 parcours officiels, juste là, il m'internerait, c'est clairement. Mais c'est ce que j'aime. C'est clairement ce que j'aime. L'autre addiction que j'ai, c'est l'ultra-endurance, quoi. C'est toutes ces endorphines qui est sécrétées par le manque de sommeil, clairement, parce que quand je vois certains invités que tu as eu en podcast et qui sont aventuriers et tout ça, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Mais j'ai ma famille, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, et voilà, c'est des choix de vie. Je ne l'ai pas franchi pour le moment. Et peut-être qu'un jour, je franchirai ce pas-là. Parce que moi, passer 3 jours, 4 jours en montagne, dormir un quart d'heure, là, cet été, pour cet été, on a fait un projet. Donc, comme la Pika Pika s'est pas fait et l'Andorra Ultra Trail a définitivement disparu, j'ai fait un parcours qui a mixé les deux, que j'ai fait en off, donc qui fait 158 kilomètres et 15 800 mètres de dénivelé. Donc, on l'a fait accompagné. On est trois à l'avoir fait en entier et on a mis 60 heures et on a dormi un quart d'heure, quoi. Donc, il y a un film de cette aventure qui va Oh sortir au la printemps. vache. Et là, voilà, donc c'est ce que j'aime, quoi. C'est vraiment ce que j'aime, être au milieu de la montagne pendant autant de temps, loin des sentiers balisés. Voilà, c'est une vision des choses. Je suis pas là pour essayer de dire que mais c'est la meilleure vision, loin de là. Mais c'est la mienne et c'est celle qui me fait avancer. Ouais. En tout cas, on sent clairement la passion. C'est hyper inspirant de voir que tu vois, justement, t'es pas. Alors, j'allais dire, t'es pas tombé dans ce conformisme. Je ne veux pas dire que l'UTMB, c'est un conformisme, évidemment, pas du tout. Surtout que je pourrais jamais faire un truc comme l'UTMB. Donc, bon, moi, je peux pas trop me permettre de juger. Mais je trouve ça chouette de voir que t'es arrivé dans un milieu initialement, qui n'était pas du tout le tien et que tu as suivi ta propre voie et que tu as carrément. Enfin, que maintenant, tu es même. Un créateur de contenu entre guillemets, c'est-à-dire que tu crées tes propres expériences qui viennent challenger un petit peu, en tout cas les courses les plus populaires de la discipline. Donc c'est vachement inspirant, je trouve. Ah bah, si toi, tu oses pas le dire, parler de conformisme, mais moi, je vais le dire, clairement, c'est du conformisme. À partir quand j'ai commencé à avoir des résultats en 2015, j'ai intégré un team. Donc pendant 5 ans, j'ai été dans le team Craft Salming. Et en fait, mes premières questions, c'est est-ce que ça va coller mon état d'esprit avec le team? Heureusement, je m'étais renseigné, le team manager était énorme. Il était une super ambiance, on a des souvenirs énormes. Et donc le contrat s'est terminé là, enfin le partenariat s'est terminé au début de l'année. Et donc là, de suite, pour l'instant, j'ai pas d'équipementier qui me suivent. Donc j'ai eu quelques propositions et les gens, ils me disent: «Mais Dahu, tu pas de» bah non, parce que je préfère, heu, refuser d'associer mon image à une marque, avec des valeurs qui me correspondent pas ou des personnes que je ou dont je partage pas les valeurs, plutôt que ça fait bien, d'avoir un partenaire. Je suis en partenariat depuis bien longtemps avec Ouais. Meltonic, une marque de nutrition. Et une fois, j'étais avec une athlète sponsorisée par Meltonic, qui est championne du monde et qui mange pas de produits Meltonic, ou qui mange pas du tout. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Elle me dit, parce qu'il faut avoir un partenaire nutrition. Ah, il faut. En fait, presque le package Ah ouais, du, ouais. du, du, du trailer élite, mais moi je suis pas du tout un élite, loin de là. Mais le package du trailer, du bon trailer, c'est d'être ambassadeur, d'avoir ah, mais pas du. Moi je trouve que c'est une standardisation, d'être sur Strava, de vouloir des coms, d'avoir la cote ITRA, parce qu'il y a un référencement, il y a un classement officiel ITRA qui est un peu le juge de paix de tous Ouais. les trailers. Et moi je dois être un des seuls à les avoir contactés pour me faire retirer de leur base de données par rapport à la RGPD, parce que je voulais pas Ah ouais, figurer t'as fait là-dessus. ça? Ouais, ouais, j'ai dû envoyer un paquet de mails parce que c'était compliqué. Mais voilà, moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Mais ça peut, voilà, certaines personnes ne comprennent pas, comprennent pas ma vision. Ma vision, elle est ce qu'elle est. Quand je m'engage sur un partenariat, déjà, la plupart de mes partenaires qui me suivent,
c'est des partenariats fidèles avec des entreprises, avec des valeurs dans lesquelles je crois et que je préfère être seul que mal accompagné. Même si un partenariat comme Kraft Ouais. m'a permis de Kraft et Salming en chaussures, ça m'a permis de clairement courir parce que moi j'avais un petit salaire, que ça soit avant à la mairie ou après quand j'étais en contrat de professionnalisation. Mais quand comme moi, les grosses années, je faisais 350 000 de D+, que dans la caillasse, j'usais 16 à 18 paires de chaussures par an, quoi. Et ça, si j'avais pas eu l'appui de mes partenaires à l'époque, financièrement, j'aurais pas pu courir. Donc voilà. Là, il me reste quelques paires de Salming pour faire un peu. Et après, ben, je ferai comme tout le monde. Si je trouve pas un partenaire d'ici là, je ferai comme tout le monde. J'irai acheter ma paire de baskets plutôt que voilà. Mais je trouve que d'associer son image à des valeurs, ben, c'est super important parce que ben, Mmh. c'est après c'est un peu l'image de c'est un peu c'est que ma vision à moi personnelle. Mais j'ai toujours voulu vivre avec mes convictions plutôt que prendre celles des autres, quoi, clairement. Ouais, c'est un beau message. Je suis 100 d'accord mais bon, je trouve que ça fait quand même vraiment du bien d'entendre ça venant de quelqu'un, encore une fois, qui est clairement, enfin, qui est clairement dans la performance dans sa discipline, donc c'est chouette à entendre. Ouais, mais après attention, ce que je tiens à préciser, c'est, je crache surtout pas dans la soupe, hein. C'est loin de là, mais c'est juste que j'ai des accords, solides avec des partenaires avec qui on partage les mêmes valeurs. Parce que c'est facile de dire: «Oui, Passera, il a eu des partenaires et maintenant il crache dans la soupe». Loin de là. Je dis juste que quand on fait un partenariat, c'est vraiment important et même pour l'impact du partenariat. Quand l'image de ton partenaire, il te colle à la peau, et beh, c'est gagné, quoi. Plutôt que mettre, une Ouais, ouais. ribambelle de hashtags, de changer de marque toutes les 2 minutes. Voilà, je tenais juste à le dire parce que Ouais, c'est ouais. important, quoi. Ouais, c'est-à-dire que toi, ce qui t'intéresse, c'est un vrai partenariat, c'est pas simplement une association d'images, tu as envie que ce soit un engagement des 2 côtés, si je comprends bien? C'est-à-dire que l'athlète Ouais, se sente engagé vis-à-vis de la marque et que la marque soit engagée, vis-à-vis de l'athlète? c'est clair et quand moi bah, tu vois, que ça soit Meltonic, il y a quelques marques qui m'aident, ce sont des frontales, toutes des frontales made in France depuis le début, voilà et Meltonic, ils m'ont envoyé un contrat ou Schluonka à Toulouse ils m'ont envoyé un contrat. Je les ai appelés, j'ai dit: «Non, non, mais le contrat, moi je signe pas de contrat. On se serre la main, je sais ce que j'ai à faire, et de votre côté, il y a aucun souci» et voilà, j'ose espérer qu'il y a encore la parole donnée, a une valeur à notre époque, même si ça se perd, totalement, quoi. C'est gagnant-gagnant, quoi. Dans mon optique, quand je vois les choses, c'est gagnant-gagnant. Super. Super. Et ben, écoute, merci d'avoir, partagé aussi ouvertement ta vision des choses. C'était super intéressant. Est-ce que tu peux, peut-être continuer à nous faire rêver en nous parlant de la Pika Pika? Ouais, la Pika Pika. La Pika Pika, c'est, voilà, donc il y a eu le lancement dans notre département de l'Ariège, d'un projet qui s'appelle Ariège Terre de Trail afin de développer de promouvoir le trail en Ariège et lors de cette réunion, le président de l'organisation du Mont Calme me dit: «Mais Nahu, tu t'entraînes, tout le temps dans nos montagnes. Heu, moi, j'aimerais faire un ultra». Ils avaient fait un ultra pour le 25e anniversaire avec, ils avaient relié le marathon et le trail, de 25 kilomètres que j'avais fait. Mais là, j'ai dit: «Mais moi, il y a aucun souci, je peux te relier mes traces d'entraînement, mais par contre, ça va piquer. Ça va être, t'inquiète pas, Nahu, on est prêt, on a discuté, on est» j'ai envoyé la trace parce que c'était vite fait. Le lendemain, j'ai envoyé la trace. Il m'a dit: «Bingo». J'ai dit: «Il est fou». Et donc, le but au début, c'était pas c'est clair, parce que la première trace initiale, elle faisait 115 kilomètres, elle passait par 3 pays et dans les mêmes ratios, quoi. Avec des crêtes, voilà. Même si j'ai eu beaucoup de liberté, il y a quelques crêtes qui m'ont enlevé, mais c'est normal, quoi, parce que même si c'est une course sur des chemins très techniques, très sauvages, on a évité qu'il y ait des passages vertigineux. Parce que ça peut être vraiment bloquant. Donc, c'est de la vraie montagne, mais on a évité, Ouais. on a créé ça, on a voulu faire sur 3 pays, finalement ça s'est fait sur 2 pays et en gros, la Pika Pika, donc c'est 109 kilomètres, 11 500 mètres de dénivelé, c'est, 16 pics ou sommets à plus de 2 400 mètres. On part, d'Ozat, donc en Ariège, au pied des 3000 Ariégeois. On passe dans un village au kilomètre 3, on passe dans un village au kilomètre, 4 et le village d'après, il est au kilomètre 109. Donc c'est un concentré de montagne du début à la fin. Pour les trailers qui connaissent l'échappée belle, en gros, c'est l'échappée belle, t'enlèves les 20 premiers kilomètres et t'enlèves les 20 derniers, et c'est ça pendant 110 kilomètres. C'est un concentré de montagne.
Et on a la chance d'avoir une organisation avec plus de 800 bénévoles qui vivent montagne, qui sont passionnés par leur course. Et ça, c'est un plus, quoi. Les coureurs, il y a des bénévoles partout. Il y a j'ai une grosse communauté qui me suit au Japon parce que j'ai pas mal de coureurs avec qui je suis ami et parce que l'histoire a fait que j'ai une belle communauté au Japon. Donc la première année, j'avais une amie japonaise qui est venue. L'année d'après, j'en avais 11, dont un des meilleurs trailers japonais, et qui a dit c'est la course la plus difficile que j'ai jamais faite, avec les bénévoles les plus merveilleux au monde, parce qu'on en a partout. Donc c'est vraiment l'essence de la Pika Pika, mais surtout l'essence du challenge mental qui existe depuis 30 ans, et que depuis 30 ans, nous, le marathon, depuis 30 ans, il n'y a aucun matériel obligatoire parce qu'il y a des ravitaillements tous les 2 kilomètres. Il y avait Andy Simons qui avait fait un dessin et qui avait croqué le fait qu'il y avait de l'eau partout, il y a des ravitaillements partout. Et donc, c'est vraiment une grosse réussite de l'ensemble des bénévoles. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand la première fois j'ai présenté, parce que avant de se lancer, il fallait que les bénévoles acceptent de se lancer dans ce projet un peu fou. Et en fait, quand j'aurais exposé le projet, la première question que j'ai eue, c'est j'ai une question, oui, je vous écoute, mais tous ces coureurs, la nuit, ils dorment où? Ah, alors la nuit, ils ont des frontales et ils avancent. Ah, ils avancent la nuit là? Ah, mais c'est bien ça. Ah ouais, ouais, ça nous intéresse. Donc, il y avait, ouais, on n'a pas une grosse culture, on n'avait pas une grosse culture ultra en arrière là-haut. Mais là, ils ont dit, ouais, de suite, nous on signe, on est prêt à te suivre. Moi, mon, ma, ma condition, c'est que ça ne nuise pas à l'organisation du marathon. Et donc, on a fait une super réussite. Et quand tu vois, nous, aux Ozat, c'est un tout petit village de montagne au fin fond de vallée d'Ariège, où il n'y a pas de transport en commun qui y va. Et donc, on a eu 15 Japonais, on a eu tous les continents, on a eu des Israéliens, des Brésiliens, des mecs d'Afrique du Sud, des Russes, qui viennent, qui mettent Ozat sur la carte mondiale de la montagne, quoi. Et ça, c'est C'est la génial, plus belle des reconnaissances. Parce que la réalité génial. d'une Et alors, organisation de course, le but d'une course, c'est de faire des retombées économiques sur les territoires. Et quand on voit tout ça, nous, le second de la Pika Pika 2019, il n'était jamais venu dans notre vallée. Il est venu 3 semaines avant pour s'imprégner du parcours avec son van. Il a vu une grange à vendre, il l'a visité, et maintenant il habite dans la vallée, quoi. Il a une maison secondaire dans la vallée. Donc ça, c'est ah c'est- ouais, c'est- c'est des anecdotes, mais il y en a, on pourrait faire quelques podcasts pour se raconter tout ça, mais c'est pas le but. super. Et alors, tu dirais sur des courses de ce format, si on rentre peut-être un peu, on fait un petit focus sur la partie mentale, Ouais. ou en tout cas ce qui fait la différence. À tes Mm. yeux, de spécialiste, même d'expert de ce genre de course, il faut quoi pour finir une course comme ça, ou en tout cas pour prendre du plaisir en prenant le départ? Que ce soit pour la finir à la dernière place ou à la première place, déjà si on se dit que c'est une course, on a perdu. On a perdu clairement parce que c'est pas une course qu'on vive, c'est une aventure. Donc il faut gérer son effort du début à la fin, gérer sa nutrition et gérer son équipement. Et après, nous à la Pika Pika, en 2019, au premier contrôle, on a un coureur basque, Eric Etchegaray, je le salue d'ailleurs s'il nous écoute, qui était 77e au premier pointage. Il a fini quatrième parce que il a dit Nahu, tu nous as Ah dit de ouais, partir doucement, mais moi je suis parti doucement et j'ai remonté. Mais la plupart de nos montées, on part pour 1000 ou 1500 mètres de dénivelé d'un coup. Donc quand tu enchaînes tous ces KV, et bien à la fin, les écarts, surtout, et après on descend des fois plus de 2000 mètres d'un coup, avec 8000 mètres de dénivelé, 9000 mètres de dénivelé positif dans les jambes. À un moment donné, on descend 2000 mètres de D-. Et en fait, c'est la gestion des descentes. Et si on prend ça comme une course, quoi qu'il arrive, on ne terminera pas dans des bonnes conditions. On ne terminera pas, ou si on termine, ce ne sera pas dans les meilleures conditions. Il faut le prendre comme une aventure. Clairement, là, on fait ouais, de l'aventure. On fait plus de la course, quoi. Et ça soit même sur des formats plus courts. Je pense qu'à partir du moment, maintenant à l'UTMB, les mecs ils sont tellement rapides que c'est de la course du début à la fin. Mais même la Ronda, quand moi là, j'ai gagné la Ronda en 31h30, j'ai commencé à faire la course à 20 km de l'arrivée ou 30 km de l'arrivée. Mais sinon, il y a trop de choses qui peuvent te faire tout capoter, quoi. C'est clairement de la gestion.
Tu me disais un peu plus tôt, tu nous parlais du Tour des Géants et que ça avait été une super expérience. Hem, Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais repartir sur cette épreuve? Comme tu viens de nous parler de gestion de course et cetera. Qu'est-ce que toi, tu aurais géré différemment? Tout, tout, tout OK. parce que me retrouver, tout parce que, mais c'est bien parce que c'est en se brûlant qu'on apprend. C'est que je suis arrivé là, confiant après la Ronda. Ah oui, parce que aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en course, j'utilise pas de bâton. Juste par conviction Ah personnelle. OK. J'utilise le j'utilise les bâtons quand je vais, dans le Gispet chez nous, des herbes qui glissent beaucoup ou quand il y a de la neige, quand je vais faire pour ma sécurité. Mais en course, j'utilise jamais de bâton. Et donc déjà ça c'est, pour ce jeu c'est déjà pas une très bonne idée, mais ça c'est pas grave. Des mauvaises idées, j'en ai toujours. Mais, en fait, très vite, je me suis retrouvé au deuxième ravitaillement, je crois que j'étais deuxième et j'étais pas expérimenté, quoi. Tu jamais géré une course avec du sommeil, tu pas à être deuxième à la première base de vie. Donc, ça déjà, je me suis fait un peu griser parce que moi j'étais bien, j'étais vraiment bien. Et après, il y a toute la gestion du sommeil, quoi. La gestion de son sommeil sur ces épreuves-là, c'est énorme. Donc maintenant, je commence à être vraiment rodé dans cette gestion, mais on apprend sur la gestion du sommeil, on apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Maintenant, voilà, pour préparer l'Euphoria, j'ai fait des siestes de 12 minutes pendant toute l'année. Toute l'année, j'ai fait des siestes de 12 minutes. D'ailleurs, j'avais fait un papier sur la gestion du sommeil et ça avait beaucoup amusé le journaliste. Et en fait, quand je dors sur un ultra, je dors 12 minutes. Et après, quand j'ai besoin de faire un surplus de sommeil, je dors 1 minute 10. Ceux qui utilisent les bâtons, ils savent bien le faire, ils se mettent sur les bâtons, ils s'endorment. Et en fait, ton corps s'endort vraiment, mais le sursaut fait qu'il se réveille. Moi, ce que je fais, c'est que je mets le timer sur 1 minute 10. Et quand je commence à être vraiment trop en déficit de sommeil, eh ben, je dors 1 minute 10 par période. Mais on fait des kilomètres et des kilomètres en étant somnambule l'Euphoria, à chaque fois, sur les 2 épreuves, la première année, on a mis 60 heures et la deuxième année, on a mis 65 heures ou 68 heures et 75 heures. Et là, clairement, on dort sur ces périodes-là. Sur 75 heures, j'ai dû dormir 40 minutes. Donc on voit des choses, les hallucinations, c'est Oh la énorme. vache! Mais c'est plus facile. En marchant dans la montagne, c'est plus facile qu'en ultra bike. Parce que maintenant, je m'oriente un peu vers l'ultra bike. Il me tarde de voir cette gestion du sommeil en ultra bike. Et là, clairement, c'est plus difficile parce que là, le somnambulisme en vélo, il atteint plus vite ses limites qu'en marchant. Mais Ouais, ouais, toutes ces hallucinations, tout ça, c'est vraiment ouais. quelque chose c'est un monde parallèle. Et là, les décharges d'endorphines, c'est addictif, quoi. L'ultra endurance, c'est vraiment, mais ça, voilà, comme la montagne peut l'être, et c'est une addiction. Mais C'est vraiment. sur la gestion du sommeil, ouais, en particulier, comment tu as fait ça? C'est de l'expérience course après course ou tu as été aidé par un spécialiste pour déterminer, pardon, par exemple, les 12 minutes? Qu'est-ce qui fait que toi, c'est 12 minutes et que tu arrives à te faire des micro-siestes d'1 minute 30? Comment est-ce que tu en es Ouais. arrivé à ça? Par l'expérience, parce que, en plus, c'est comme beaucoup de choses. Ce qui convient à certains ne convient pas à d'autres, mais c'est par rapport à des cycles de sommeil. Parce que qui dit 12 minutes pour dormir, dit, même pas de cycle de sommeil. Donc à partir du moment où on passe la demi-heure, on commence à être entre 2 cycles et là, c'est très difficile. Mais c'est clairement l'expérience, en fait, qui m'a fait, en faisant des erreurs. En c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Le processus d'apprentissage, il est rempli d'erreurs. Une des qualités que je peux avoir, c'est que, j'apprends assez rapidement et en fait, donc une course où je sais où elle va se terminer en moins de 35 heures, j'ai pas besoin de dormir. Je ressens pas le besoin de dormir mais si je sais que la course va faire plus de 35 heures, à partir de 24 heures de course, là, je commence à dormir une première fois 12 ou 15 minutes. Mais c'est super troublant. Moi, j'ai des anecdotes où je dis à ma femme: «Beh, on va dormir, tu me réveilles dans 12 minutes». Elle me réveille et je la regarde, je dis: «Bon, on va à la sieste?» «Non, non, là, tu as fini la sieste». En fait, tu es complètement déconnecté, quoi. Tu dans un Et cette faculté de passer aussi d'un état de somnambulisme à un état d'euphorie et aussi pour l'avoir testé, est aussi incroyable, quoi. Pendant l'euphoria d'Helsim et donc on est suivi par balai GPS et j'étais avec un Espagnol et mon ami espagnol, Julian, il était somnambule, donc il avançait plus, il regardait mes baskets
Et d'un coup, on m'a envoyé un message comme quoi les Tchèques qui étaient derrière nous, ils revenaient alors qu'on pensait avoir 40 minutes d'avance, ils revenaient à 1 minute. Et là, je l'ai briefé avec mon franco-espagnol et je lui ai dit, Julian, les Tchèques, ils sont 1 minute derrière nous. Et là, mon ami Julian, en 2 secondes, il est passé d'un somnambule qui marchait sur un chemin à 2 à l'heure à Kylian Jornet. Il a fallu que je le calme parce que. Mais c'est impressionnant comment le corps humain peut se transfigurer d'une situation à l'autre. Il suffit qu'il y ait une décharge d'adrénaline et après, le sommeil, quand il te prend, mais en parlant d'adrénaline, parce qu'on a beau dire le guarana, la caféine, voilà, la seule chose qui te réveille, c'est vraiment l'adrénaline. Et quand tu as peur, eh ben, je peux te dire que sur une crête vraiment où il y a un danger, où il faut pas tomber, où il faut pas se la mettre, mais là, tu es éveillé. Mais sur des parties plus faciles, entre guillemets, mais là, tu peux vraiment faire des kilomètres en somnambulisme. Et d'ailleurs, c'est là où c'est dangereux. Parce qu'on se rend compte qu'en montagne, souvent, les accidents, ils arrivent sur des parties avec moins de danger immédiat où on relâche la tension. Et justement, est-ce que toi, tu arrives à le sentir le moment où tu vois, tu commences à passer en pilote automatique ou tu es vraiment en train d'attaquer tes réserves? Est-ce que tu arrives à le détecter ça maintenant avec l'expérience? Ouais, ouais, j'arrive à le détecter, mais c'est pas pour ça que j'arrive à le surmonter facilement. Loin de là, parce que c'est Oui. physiologique. C'est physiologique. Et en fait, donc, ma première Euphoria, en fait, Euphoria, c'est une course en binôme. Je l'ai fait avec Julian, donc un Espagnol. Et ma deuxième Euphoria, je l'ai fait avec une Espagnole, Nerea Martinez, qui est une légende du trail, qui gagnait la Ronda del Cim. Moi, je courais pas encore. Et donc, on l'a fait ensemble. On a fini quatrième au scratch et je me suis dit, ben, tu vas être en sous-régime, tu vas te priver de sommeil, mais comme tu vas être en sous-régime, ben, ça va passer. Sauf que non, non, le manque de sommeil, j'ai eu des hallucinations et j'ai eu encore plus de mal à gérer ces problèmes d'hallucination que l'année d'avant. Mais parce que même en étant sous régime, même le sommeil, c'est le sommeil. Physiologiquement, d'ailleurs, dans certains pays, je crois que c'était une torture, la privation de sommeil. Donc, tant que le Mmh. corps, par les endorphines, par l'adrénaline, te tient, mais tu avances toujours. Mais après, mais ça laisse des traces. Après, on n'a pas trop de recul par rapport à ça, mais je suis persuadé que ça laisse des traces parce que moi, après une course comme ça, pendant une semaine, j'ai des cycles déjà, je suis pas un gros dormeur, j'ai un mauvais sommeil, mais pendant une semaine, je peux être en train de discuter ou à l'apéro et m'endormir sur la table, quoi. Et après, tu te réveilles de Ah suite, ouais. mais ah, le pire, c'était le tort. C'était ma première. Pendant 2 semaines, en pleine discussion, j'étais capable de m'endormir. Parce que le corps, il avait été tellement marqué Ah par ça ouais. qu'il n'était pas encore trop habitué. Mais je suis conscient que physiologiquement, par rapport à ces privations de sommeil qu'on s'inflige, on n'a pas trop de recul. Je ne sais pas ce que ça donnera. Mais c'est quand même hallucinant, c'est hallucinant le corps humain, comment il a la possibilité de s'adapter. Et si j'ai bien suivi, il y a des études Ouais. qui avaient été faites. Et en fait, c'est surtout une fatigue, pas des muscles, mais du système nerveux central. C'est lui qui, à un moment donné, a besoin de se déconnecter, quoi. OK. Ah, c'est intéressant ça. Cool. Bah, écoute, ouah, c'était vraiment passionnant. On arrive déjà à la fin, Nahuel. Moi, je Ouais. suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a un message en particulier que tu aimerais passer? On a parlé de plein de choses, que ce soit de ta discipline, alors on a bien compris que c'est pas de l'ultra trail, c'est de l'ultra montagne, de la montagne pour les montagnards, par les montagnards. Donc est-ce qu'il y a un message que toi tu aurais envie de passer, pour celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit en rapport avec l'ultra ou pas? Ouais, bon, un peu un message de liberté. Et je trouve que cette liberté qu'on perd vraiment dans notre société, mais essayer de la retrouver. Et la liberté, on la trouve en montagne, on la trouve dans plein d'autres domaines de la vie. Et toujours essayer de la chercher, de la trouver, et pour trouver un équilibre, pour trouver un bonheur. Et même si ben, des fois on a des envies qui sont pas comme les autres, et ben, de foncer, quoi, parce que c'est ça qui nous rend heureux. Donc c'est aussi une liberté de ne pas faire comme les autres et de faire ce qui, au fond de soi, on pense foncièrement bon pour soi. Mais on est dans une société où il y a beaucoup de pression, de pression sociétale par rapport à plein de domaines. Mais voilà, d'essayer de trouver une liberté et un équilibre, parce qu'il ne faut pas non plus, pour ceux qui ont des familles, il faut pas tout miser sur la liberté, mais vraiment la liberté d'être heureux. Et on n'est pas riche de ce qu'on possède, on est riche de ce qu'on vit. Et
toute la montagne me rend vraiment riche. Donc voilà, de se déconnecter un peu des standards sociétal très forts et voilà, que être est supérieur à avoir, enfin pour moi, et je prétends vraiment pas détenir la parole. la- je ne suis vraiment pas omniscient, quoi. En tout cas, ouais, bah, c'est un super message et moi, c'est vraiment ce que je retiens. Je voulais te remercier pour ça de cet épisode. C'est l'authenticité avec laquelle tu as partagé ton parcours, et tous ces superbes exemples que tu as bien voulu partager avec nous de, bah, comment est-ce qu'à un moment donné, tu as écouté, bah, tu t'es écouté toi-même en fait, et tu es parti sur, ce qui te faisait vraiment vibrer, même si c'était pas forcément la norme à ce moment-là. Notamment sur les formats qui toi te plaisent et de voir que tu es allé jusqu'à la création de ta propre course, je trouve ça juste génial. Donc un très très grand merci Nahu encore une fois pour ton temps et tout ce que tu as bien voulu partager. Et écoute, je mettrai en description de l'épisode toutes les infos sur la Pika Pika, ton parcours, etc. Comme ça, les gens pourront aller regarder et qui sait, peut-être inviter leurs amis japonais ou japonaises à s'inscrire. Comme ça, tu en auras encore plus. Et, et je te dis bah, tout le meilleur pour la suite, Nahuel. Mais un grand merci à toi et un grand merci à tous les auditeurs qui ont passé un peu de temps en notre compagnie. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!